suis chirurgienne stomatologue. Les propres parents m'ont dit « T'es sûre que c'était un bon sujet ?» Chirurgienne le jour, entrepreneur la nuit. Les gens ont peur d'aller chez le dentiste. J'avais mis une boule disco, on mettait de la musique. Des patients qui étaient juste contents d'arriver au cabinet pour venir me voir pour que je les opère. Et ça, c'était un truc de fou. Alors bonjour à tous, bienvenue sur Grad Talks. Dans ce podcast, nous allons tenter d'apprendre à connaître un peu plus intimement une professionnelle de santé qui nous accompagne dans la fabrication d'une formation parmi toutes celles de nos catalogues. Il s'agit du docteur Solène Vokwang. Bonjour Solène. Bonjour. Je suis vraiment très content de faire ce podcast avec toi parce qu'effectivement, tu travailles avec nous à la fois sur une formation que tu viens de terminer. On est dans les studios là où on a fait le tournage de la formation, mais aussi par AccurCare, ta société. Tu nous accompagnes pour qualifier des professionnels de santé, pour nous aider à trouver des formateurs pour nos formations. Donc ça, on va pouvoir en parler. Et d'abord, la toute première question, c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu, en quelques mots ? Oui, tout à fait. Merci beaucoup Alexis pour votre invitation, puis à l'équipe Grad Santé. Donc moi, je suis docteur Solène Vokwang, je suis chirurgienne stomatologue à Paris en pratique privée. Et donc, comme tu le disais, je suis aussi fondatrice et CEO d'une start-up appelée AccurCare et qui digitalise l'expertise médicale. Qui digitalise l'expertise médicale. Voilà. Ok. Moi, je me demandais, mais pourquoi on choisit de faire stomatologie ? Parce que, il y a plein de spécialités différentes. Pourquoi on choisit celle-ci plutôt qu'une ? Pourquoi tu as choisi celle-là, en fait ? Moi, j'ai toujours voulu faire de la chirurgie, depuis que je suis petite pour des raisons personnelles. J'ai un papa médecin aussi, donc je pense que forcément, j'ai un petit peu baigné dedans quand j'étais petite. Et donc, c'est vrai que par rapport à la chirurgie, quand on fait nos études, on a l'occasion de passer au niveau de l'externat dans différentes spécialités chirurgicales. Et donc, c'est là qu'on se rend compte finalement quelle chirurgie nous intéresse. C'est vrai que la stomatologie, c'est peu commun, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, mais j'ai eu la chance d'aller dans le service de maxillofacial de la Pitié, c'est le service de maxillofacial et stomato justement, de la Pitié-Salpêtrière, qui est un très bon service, et donc c'est là que j'ai découvert la spécialité. Donc ça m'a beaucoup plu, surtout le côté aussi de pouvoir échanger à la fois avec des universitaires, mais aussi avec des praticiens attachés. Certains travaillent aussi en libéral, et donc je me suis rendu compte que la stomatologie était quand même une spécialité chirurgicale qu'on pouvait mener, en tout cas à la fois à l'hôpital, également en clinique, mais aussi dans un cabinet. Voilà. Et donc, au moment du choix, c'est vrai que j'étais allée voir des collègues, justement, des anciens chefs dans leur cabinet en stomato, et j'ai vu que c'était une chirurgie où finalement on pouvait être assez libre, on pouvait la faire vraiment à sa façon, et donc ça, j'ai trouvé ça très chouette. Voilà. Un besoin de liberté important. Ouais, voilà, je pense pour la pratique, et avec toutes ces années, c'est vrai que d'études, même si au départ, quand je l'ai choisi, je voulais être universitaire. J'ai un parcours aussi recherche, moi également, pour être universitaire. La vie a fait que du coup, il y a eu d'autres prises de direction. Mais voilà, c'est en ça que j'ai choisi la stomato. Mais est-ce qu'on peut parler d'une vocation ? Parce que j'ai entendu parler aussi que tu avais un frère, je crois, Oui. qui est dans la médecine. Oui. Tu as aussi ton père, Oui. qui est médecin. Oui. Tu as aussi des plus-uns, je J'ai crois, des autour frères, de toi qui sont médecins. Donc il y a tout un univers comme ça qui t'a donné envie. Je dirais forcément avec mon papa, je voyais, il est médecin généraliste, il était médecin généraliste, maintenant il travaille pour les assurances, mais voilà, forcément j'entendais, je voyais aussi qu'il travaillait le week-end, qu'il allait de garde, etc. Moi aussi j'ai eu un parcours aussi, parce que j'ai été patiente, petite aussi, à l'hôpital Necker et Robert Debré. Donc voilà, il y a aussi un vécu personnel qui a fait que ça m'a assez vite fascinée comme milieu-là, surtout la chirurgie. Je l'ai pas dit souvent, mais c'est vrai que ce qui m'a donné vraiment envie de faire de la chirurgie, c'était suite à une opération. Le chirurgien qui m'avait opéré m'avait raconté qu'il faisait de l'humanitaire. Et donc voilà, moi ça m'a fascinée de voir qu'il avait soigné des enfants que j'ai rencontrés après à l'hôpital de certains pays d'Afrique. Et donc je trouvais ça magnifique en fait comme spécialité. C'est un métier qui est extrêmement altruiste, où on s'occupe des autres. Et voilà, de par moi aussi mon caractère, je pense que ça fitait bien avec cette voie-là. Ok. Et j'ai regardé aussi un petit peu ton parcours. J'ai vu lycée Henri IV, j'ai vu, en mention très bien, je crois. J'ai vu aussi derrière Yale. J'ai l'impression que tu aimes apprendre énormément. C'est ça, j'aime beaucoup apprendre. Même, je pense que c'est aussi pour ça que voilà, je progresse, je continue, je reste pas dans mon cabinet à faire ma spécialité, même si bien sûr, voilà, il y a des formations aujourd'hui pour justement apprendre de nouvelles choses. Et voilà, j'ai eu un cursus assez classique, c'est le cursus médical, au-delà du lycée forcément, qui était plus un lycée assez exigeant forcément. Les études de médecine sont extrêmement exigeantes et voilà, c'est long, donc c'est vrai je trouve qu'on n'a pas le temps, surtout quand on choisit, moi j'avais 17 ans, j'avais un an d'avance en plus, donc j'ai pas eu forcément le temps après de me poser des questions sur ce qui existait à côté en fait. Voilà. Ouais. C'est ça on est dedans, il y a tellement de travail, c'est tellement exigeant, on a des stages, franchement c'est vraiment, je sais que j'ai d'autres copines qui ont fait d'autres études, mais en médecine c'est vrai qu'on est vraiment la tête dans le guidon.
voilà, on voit ce côté, ces différentes phases où il faut monter finalement entre guillemets dans la hiérarchie, on est externe, après on est interne, on va choisir tes spécialités, notre rêve c'est d'être chef de clinique, après d'être MCU, d'être PU, vous voyez, c'est un petit peu tout ça qui nous façonne d'une certaine façon. Et moi j'ai eu envie à un moment, parce que je suis quelqu'un de très curieuse qui aime beaucoup apprendre justement, de pas dévier comme certaines personnes disent, mais vraiment de peut-être me nourrir d'autres choses en parallèle. Et donc c'est venu comme ça suite à une rencontre de start-up dans un congrès de chirurgie. Il n'y en avait pas beaucoup et en fait j'ai parlé beaucoup avec le CEO, ça m'a fait découvrir ce que je souhaitais découvrir, notamment l'IA. Enfin, j'en parle beaucoup, mais là on va faire pas un sujet dessus, mais c'est vrai que c'était quelque chose que je souhaitais vraiment apprendre, je voulais me former, je voulais découvrir. Et donc cette rencontre m'a permis en tout cas de commencer à ouvrir d'autres perspectives. Oui, parce que tu étais déjà dans la tech. Moi, pareil, j'ai regardé apport des imageries tridimensionnelles actuelles dans les anomalies transversales et dysmorphoses maxillo-mandibulaires. C'est le sujet de ma thèse de médecine. Ça, donc c'est dès le départ, en fait, tout ce qui était 3D, oui. Tout ce qui était IA. Oui, ça m'a beaucoup intéressée. Bon, c'est un sujet que j'ai choisi un peu seul, hein. J'ai fait ça justement avec une start-up. Okay. Autant vous dire qu'à l'époque, je me souviens, parce qu'on passe devant un comité universitaire pour passer la thèse, bon, mon directeur de thèse évidemment avait validé le sujet, parce qu'on est obligé, on ne peut pas faire ça dans notre coin, il faut être accompagné. Et je me souviens que ça avait été un petit peu vécu comme original comme thèse, alors que moi je trouvais que c'était pas du tout original, et j'ai eu un moment d'incompréhension aussi, encore. Et je me souviens que même mes propres parents m'ont dit, à l'issue de la thèse, t'es sûr que c'était un bon sujet à choisir, parce qu'ils ont vu comment ça avait été reçu par des collègues, globalement, hein, que c'était plutôt positif évidemment, mais c'était original. Voilà, c'était pas quelque chose de classique. Et mes parents m'ont dit, t'es sûr que t'as fait le bon choix de sujet? Et là j'ai dit, bah oui en fait, parce que moi j'ai eu plaisir à vraiment travailler sur ce sujet. J'ai allé en plus dans la start-up avec laquelle je travaillais en tant qu'experte médicale, justement c'est comme ça que ça a commencé. Et j'annotais des images et j'ai surtout rencontré des ingénieurs qui m'ont fait découvrir d'autres métiers aussi. Oui, donc ton métier à l'époque, avec la start-up, c'était t'analysais des images, tu aidais, en fait, t'alimentais la machine. Exactement, j'ai fait de l'annotation et je trouve que et je prône ça aujourd'hui chez les internes avec lesquels on travaille, justement parce que c'est ce que j'ai fait. Pour tout ce qui est IA, c'est le meilleur moyen de comprendre les datas, c'est l'entraînement. Et donc, voilà, j'étais là pour valider des images, notamment en orthodontie, dont on parlait tout à l'heure, pour la boîte qui s'appelle Dental Monitoring, qui est aujourd'hui une licorne française. Et en fait, j'ai travaillé sur leur algorithme et j'ai nourri en validant des images et j'ai commencé à voir, au bout d'un moment, l'IA proposait des choses. Donc, j'étais vraiment au tout début, on était 5, je crois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec eux, à découvrir vraiment ce qu'était le cœur de l'intelligence artificielle. On a voulu donner un titre à cet épisode et on se demandait quel titre on va pouvoir donner. Et l'un des titres qui était sorti, c'était Chirurgienne le jour, entrepreneur la nuit, entrepreneureux la nuit. Et je pense que ça ne doit pas être évident de porter ça. C'est-à-dire que ça ne doit pas être évident, comme tu l'expliquais, dans ce milieu médical, où la voie est plutôt tracée sur ce qu'on veut faire. Et donc tu l'as exprimé au quotidien, c'est peut-être parfois pas évident auprès de tes collègues. Comment tu fais pour justement dire si ça c'est important, si il faut continuer? Comment tu peux donner envie aux autres de vouloir le faire, par exemple? Alors aujourd'hui, on va dire que c'est un peu plus simple, il y a quand même de plus en plus de soignants entrepreneurs. Donc ça, et je pense qu'avec ce que j'ai fait avec ma startup, je me suis entourée de ces personnes aussi. Hein, aujourd'hui, on est quand même très entourée par des professionnels de santé entrepreneurs qui d'ailleurs me contactent régulièrement pour des conseils, où on échange aussi des conseils mutuellement. Mais c'est vrai que quand j'étais interne, j'ai pas arrêté de tirer la sonnette d'alarme. Alors c'était un peu seul, c'était l'IA, je racontais ça aux universitaires. Mon chef de service à un moment, je lui avais demandé de me payer le billet de train pour aller dans un congrès à Londres qui s'appelle AIMED, qui est encore un congrès qui existe. Hein. Évidemment, en plus, c'est un groupe américain qui le gère. Donc déjà, moi, ça me faisait un peu rêver. Je voyais que c'était du côté anglo-saxon qui se passait des choses. Et donc, comme c'était santé, il avait réussi. Il m'avait dit, par contre, tu nous feras un petit exposé après. Donc j'avais quand même réussi à faire ça. Donc j'étais très fière de mon coup. Par contre, je suis revenue complètement déprimée parce que j'ai vu à Londres, à King's College, des étudiants pendant ce congrès qui faisaient des concours de pitch. Ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, ils étaient étudiants en médecine et j'étais hyper jalouse. Ça, c'est un truc qui m'a marquée. Je suis rentrée en me disant, mais nous, on n'a pas ça. Et en fait, c'est ça que je veux faire. Okay. C'est ça que Et en fait, je cherchais. Donc, c'est vrai que j'ai passé mon internat et mon clinica à chercher comment me positionner en tant que soignante dans l'IA. J'ai voulu faire une thèse de sciences en me disant, tiens, c'est justement le moyen, parce que beaucoup de soignants me disaient, en fait, il fallait faire ingénieur ou tu peux faire en même temps ingénieur si tu veux.
Non, en fait, j'ai tenté de faire une thèse en IA, je reviens sur les maladies osseuses rares, l'Institut Imagine à Paris. Et en fait, c'était hyper intéressant. Vraiment, les raisonnements en recherche m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour la start-up, pour l'entrepreneuriat. Par contre, voilà, l'IA, c'est pas vraiment là que je l'ai vu. Et parce qu'en effet, pour des thèses d'IA pure, ils cherchent des ingénieurs qui savent coder, des mathématiciens. Et en fait, j'ai appris à coder, mais ça n'était pas suffisant. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était finalement pas tant ça, c'était plus comment se positionner en tant que médecin dans l'IA, comment développer les usages. Et c'est ça que j'ai développé ensuite, en fait. Voilà. Ok, très intéressant. Mais d'ailleurs, ça peut poser une question. Aujourd'hui, pour toi, quelle est la mission d'un professionnel de santé en 2024 ? C'est-à-dire que ça change. On n'est plus que médecin. Est-ce que tu aurais une idée pour toi de ce que pourrait être la mission du professionnel de santé aujourd'hui ? On est éduqué pour soigner les autres, les patients. Forcément, l'humain aujourd'hui est toujours hyper important, le côté humain, mais c'est vrai qu'il y a certaines spécialités qui sont plus techniques que d'autres. À la base, je n'ai pas dit technologiques, mais qui deviennent de techniques à technologiques. Et l'enjeu aujourd'hui, ce sur quoi je communique beaucoup, c'est qu'avec les nouvelles technologies, je pense qu'on peut plus se concentrer sur l'humain, sur la relation médecin-patient. Et donc, c'est en ce sens, en tout cas, que je vois que le métier évolue. Il restera toujours de l'humain avant tout, pour soigner. Il y a des prescriptions de médicaments, il y a des gestes, bien sûr, chirurgicaux. Certains sont plus ou moins technologiques. Il y a encore beaucoup de chirurgies que je fais où j'ai besoin, entre guillemets, simplement d'une lame, de quoi suturer et de n'importe aiguille. C'est assez simple. Mais on tend vers le développement de la technologie pour pouvoir, je pense, être beaucoup plus précis, rigoureux et faire gagner beaucoup de temps aux patients aussi dans le soin. Ouais, mettre la technologie au service du professionnel de santé et non pas pour le remplacer, quoi. C'est ça. Ça, je pense qu'on en est très très loin, vraiment. Oui, c'est un peu aussi notre philosophie chez Grad, c'est-à-dire croire qu'on va remplacer le sachant par une machine, c'est pas pour tout de suite. Et nous, on préfère effectivement aussi faire en sorte que les outils qu'on va développer avec l'IA soient au service du professionnel de santé et du sachant, et non pas pour le remplacer. Et d'ailleurs, nous, on a essayé de mettre en place plutôt un système qui, au lieu de simuler un sachant, plutôt simuler un patient. Ouais. Et donc faire en sorte de remplacer le patient, et on pourra tester, c'est-à-dire que le professionnel de santé pourra aller tester pour voir s'il fait le bon diagnostic ou pas avec des questions, et en face, il aura un avatar qui va lui répondre et dans lequel on aura mis des informations avec un dossier patient, etc., etc. Pour le coup, quelle est ta vision dans les prochaines années de cette médecine ? Parce que c'est en train d'exploser. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ce que je disais, c'est qu'on tend vers une médecine personnalisée également grâce aux nouvelles technologies, justement notamment l'IA. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Il ne faut juste pas que ça fasse perdre non plus du temps, parce que forcément, la mise en place de ces outils, de ces solutions, et on le voit comment c'est accueilli aussi par des collègues. Mais moi, la première, quand on veut me changer un logiciel, soi-disant parce que ça va me faire gagner du temps, on change quand même mes habitudes. Ouais. Donc c'est ça que je vois, c'est qu'il y a d'un côté des super outils qui sont en train d'être développés, qu'ils soient ou pas technologiques, mais qui ou pas de l'IA, pour justement optimiser le temps, notamment administratif. C'est ce qu'on entend beaucoup d'outils pour aider les soignants à vraiment se concentrer sur le soin. Mais en fait, le temps qui se met en place, et une fois même que c'est terminé, et comment le faire accepter par les praticiens, ça c'est autre chose. Et ça, justement, je trouve que c'est pas extrêmement bien fait aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a plusieurs entreprises, et on est du coup, avec ma start-up, très sollicité aussi par ce type d'entreprises qui ont besoin de trouver des testeurs. Finalement, je le vois, il y a vraiment cette phase quand même de communauté. On veut créer une communauté égale pour aider à co-construire les solutions de demain. Il y a encore, je trouve, des boîtes qui se rendent pas compte que ceux qui sont intéressés, forcément un peu dans notre pool aussi, sont pas la majorité des soignants qui n'ont rien demandé à personne, et comme moi-même, on m'impose un nouveau logiciel, j'avoue, ça me fait changer mes habitudes, ça peut m'embêter au départ. Oui, mais on parle d'allergie au changement. Toi, tu penses que c'est pas ça ? Tu penses que c'est pas que le médecin en soi, il est allergique au changement ? C'est plus. Il y en a certains, si. Après, il y a une façon de leur parler, leur façon de leur faire adopter. Et je pense qu'aujourd'hui, la communication, elle est mal faite en ce sens. Et moi, ça a été mon travail, parce que j'ai travaillé aussi dans plusieurs cliniques dentaires, pas en tant que praticienne, mais en tant que pour justement faire de l'expertise au niveau innovation pour la direction médicale. Et donc là, j'ai justement travaillé sur comment faire accepter des nouveaux outils par des praticiens qui sont dans un environnement où ils sont là pour soigner. On leur offre un plateau technique. Et là, on leur demande de changer leurs habitudes. Alors qu'ils sont en privé, en plus, exprès pour justement être tranquilles et qu'on fasse les choses. Praticiens de différents âges. Vraiment, il n'y a pas pour le coup, c'est pas... on est plus ancien, donc on n'a pas envie de changer. Là, j'ai
Dans notre communauté, on a des retraités, voire des praticiens qui n'ont qu'une envie, c'est de tester des nouveaux outils. Puis on peut avoir des jeunes aussi qui ont leurs outils, leurs habitudes, parce que pendant l'internat, ils ont utilisé tels outils aussi. Il y a des boîtes qui arrivent quand même dès l'internat à être plus présentes dans les hôpitaux, donc forcément on s'habitue, ne serait-ce qu'en implantologie, mais on avait certaines marques qui étaient plus présentes, donc on s'habitue aussi. Comment changer? On n'est pas éduqué pour vraiment s'adapter aux changements de technologie. Donc pour toi, quand on voit l'IA, on peut le voir de deux manières. Soit c'est un tsunami qui va nous déferler dessus et je ne sais pas trop ce qui va se passer, soit on prend ça comme une vague et on essaie de la surfer. Dans quelle équipe tu te trouves, toi? J'ai ma petite idée. La deuxième, je pense. Non, mais je pense qu'il faut absolument connaître ces outils d'IA. En tout cas, y trouver un usage personnel qui convient. On n'est pas obligé d'utiliser tous les outils d'IA, d'être au courant de tout, parce qu'il y a aussi ce phénomène de communication, ce FOMO aujourd'hui. Ah mon Dieu, alors que nous, on nous contacte là dans la boîte peut-être tous les jours avec 3 logiciels d'aide à la prescription, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, même moi, des fois, je ne sais plus qui est bien, qui n'est pas bien, j'ai pas assez de temps pour tester. Donc voilà, il y a quand même ce flot aussi de nouveaux outils. Il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment qu'un outil aide à gagner du temps, ou en tout cas simplifie beaucoup de démarches. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir presque trop d'outils. Ouais. Et moi, ça a été justement une des missions d'Accurcare quand je l'ai créé, c'était de dire je voudrais contrôler, alors c'est un mot un peu fort, hein, mais aussi des innovations qui vont ne servir à rien en fait, parce que non seulement elles sont développées sans professionnels de santé, donc c'était un peu le FOMO qu'on a créé aussi avec Accueillir, c'est de dire aux entreprises, faites appel à nous parce que nous, on a le pool d'experts, on est capable de les intéresser, et comme vous allez travailler avec eux, c'est eux qui vont vous faire développer l'outil qui va être utilisé parce que ça devient des ambassadeurs, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui à pas mal de boîtes aussi. Voilà. Il y a des milliers, de plus en plus d'outils en fait aujourd'hui, c'est quand même devenu à la mode aussi de créer des startups, hein. Je suis passée par là il y a 3 ans, c'était non c'est un projet, non je vais faire une startup parce que c'est stylé. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument tester son idée, même avant de commencer à développer un POC parfois, parce que ça peut coûter du temps et de l'argent, avec des professionnels de santé quand il s'agit évidemment de produits en santé. Quand on t'entend, là, on entend beaucoup de paroles d'entrepreneurs de business. Est-ce que tu crois qu'un jour, peut-être, tu arrêteras d'exercer ? C'est pas impossible. J'ai arrêté pendant 2 ans déjà quand j'étais aux US, parce que j'étais dans un accélérateur américain, là, justement pour la boîte française, je le répète, parce que c'était un peu difficile à gérer justement, parce que les mentalités sont pas exactement pareilles, et puis sur un business français aux US, parfois ils comprenaient pas toujours certaines choses, et puis dans l'autre sens aussi. Oui, je pense que c'est pas impossible. Là, c'est vrai que c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai plutôt le projet, en tout cas, de m'épanouir encore plus dans ce que je fais, justement chirurgicalement en parlant, et c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est que suite à ce développement de start-up, j'ai pris conscience de plus, je pense, que ce que j'aimais vraiment faire. Je poste beaucoup sur LinkedIn, hein, sur la communication patient-chirurgien. C'est des choses qui sont assez rarement abordées. Et moi, j'ai encore plus de plaisir, justement, à créer des expériences pour les patients. C'est quelque chose que j'adore faire. Et ça, c'est mon petit côté entrepreneur que j'arrive à placer dans le soin. Voilà, donc pour l'instant, au contraire, je trouve que les deux se complètent bien, de mon côté. Pour le coup, tu peux un peu nous expliquer ce qui te différencie, toi, dans l'accueil de tes patients, ce que tu fais de différent, parce qu'on en a évidemment un peu parlé en off. J'ai l'impression que tu as plein d'anecdotes à raconter. Je pense que déjà l'humour, ça c'est des choses, surtout dans ma spécialité, où les gens ont peur, hein, vraiment, c'est au quotidien. Depuis 6 mois, je fais des vidéos sur la lutte contre la stomatophobie, pour expliquer aux patients qu'il ne faut pas avoir peur, leur expliquer comment ça va se passer. C'est presque un fléau depuis des siècles, hein. Les gens ont peur d'aller chez le dentiste, ou en l'occurrence au stomato, parce que ça va faire mal. En fait, il y a vraiment cette croyance, et certains patients, malheureusement, ne sont pas tombés sur des bons praticiens. Il y a aussi j'ai des patients que je récupère qui sont extrêmement anxieux parce qu'ils s'est passé des choses assez dures quand ils étaient plus jeunes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'essaye de faire au mieux, parce que un patient qui a confiance en moi, je vais pouvoir l'opérer sans avoir à le médiquer, parce qu'il y a des praticiens parfois qui donnent aussi des médicaments pour déstresser les patients. Voilà, et moi j'opère sous local, et c'est mon enjeu, c'est de faire un maximum de chirurgie sous local, parce que les suites sont beaucoup plus simples pour les patients. Puis au niveau, ils n'ont pas à s'arrêter au niveau de leur travail. On a quand même beaucoup de patients qui sont toujours inquiets où est-ce que je vais placer par rapport à mon travail, si je dois m'arrêter, ce que je peux comprendre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai développé pas mal de méthodes pour en tout cas rassurer les patients pour le soin. Donc évidemment, il y a toujours une consultation
ça, mais ça, tout le monde fait ça en pré-chirurgie pour expliquer. Moi, je passe beaucoup de temps à expliquer. Je racontais aussi hier, justement, qu'il y a des patients, parfois, ils me demandent de faire des schémas de ce que je vais faire. Alors, du coup, je leur fais vraiment des schémas anatomiques de l'incision, et il y en a, franchement, ils me posent plein de questions, et ça les rassure de savoir que je leur explique exactement ce qui va se passer dans leur bouche, même si je leur dis qu'ils vont pas avoir mal, etc. Donc, il y en a, ils me font faire de l'art design, là, sur des tableaux et tout. Donc, non, ça, c'est assez drôle. Et puis, bien sûr, je travaille beaucoup sur l'humour. Pendant le Covid, il y avait tous les étudiants en profitaient pour faire des dents de sagesse parce que c'était le moment, comme ils étaient chez eux. Et en fait, il y avait le côté, tiens, on a le temps parce que on a nos cours en ligne. Mais en fait ça, c'est la sortie du jour. En fait, c'est trop bien. Et donc, j'ai réussi à avoir des patients qui étaient juste contents d'arriver au cabinet pour venir me voir pour que je les opère. Et ça, c'était un truc de fou. Ouais. Ils étaient là. Et en plus, donc, j'en ai profité aussi pour... En plus, je voyais qu'ils allaient pas très bien. Enfin, moralement, c'était vraiment compliqué. Et donc, j'avais mis une boule un peu disco. On mettait de la musique, j'étais la lumière et on faisait un peu. C'était le vendredi. Alors, c'était un peu la fête. Et il y en a beaucoup qui m'ont remercié en me disant, mais c'était trop fun. J'aimerais bien revenir, mais en fait, j'ai plus de dents de sagesse. Donc, je leur dis non, on va pas revenir. Mais du coup, ils m'envoyaient les copains et tout. Donc, j'ai commencé à avoir. J'avais tous les externes de la Pitié qui venaient me voir à ce moment-là et tout. Donc, c'était rigolo. Et moi, j'ai plaisir vraiment à voir que ça soulage les patients, qu'il y a ce côté sourire après une intervention. Pour un stomato, c'est quand même classe, quoi. Bon, ouais, voilà. Top. Mais il y a aussi la transmission. Tu parles souvent dans tes posts de transmission. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une valeur qui est importante pour toi de transmettre aux plus jeunes les bonnes pratiques, comment il faut faire. Oui, c'est vrai que la transmission, c'est aussi pour ça que je me voyais plutôt universitaire au départ. Non, mais je pense que c'est important de transmettre en effet ces valeurs, parce qu'on nous transmet la technique, finalement, surtout en chirurgie, l'organisation, patient, etc. Mais c'est vrai, les valeurs comme ça, humaines, de communication, zéro cours de communication à la fac, en fait. Et moi, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi, parce que je suis extrêmement empathique. Moi, je suis une chirurgienne, parfois, il y a des patients qui me font pleurer, voilà, parce qu'ils me racontent des trucs. Les patients, des fois, ils m'embrassent les mains, ça me rend super émue. Et ça, c'est vrai que c'est des choses que j'essaie d'expliquer aux plus jeunes. Moi, j'ai régulièrement il y a des jeunes dentistes qui travaillent aussi au cabinet, qui m'adressent des patients, et souvent, je leur dis, viens, c'est ton patient, tu m'as adressé pour opérer, viens avec moi. Comme ça, tu apprends quelque chose, tu vois, et tu te rends plus compte aussi derrière, même si tu vas pas faire de chirurgie forcément. C'est vrai que j'aime bien créer du lien aussi de cette façon, transmettre, et je trouve que c'est normal. Pour le coup, Accurca nous accompagne beaucoup, nous, côté Grade Santé, pour trouver des formateurs. Pourquoi tu penses qu'il est crucial de continuer à se former ? Parce que c'est certes une obligation, voilà, le DPC c'est une obligation, mais est-ce que tu penses vraiment que c'est crucial de continuer à se former tout au long de sa carrière ? Moi, je pense que c'est crucial. Il y a un besoin. Alors, quand on est à l'hôpital, quand on est dans une structure où il y a des staffs, pour expliquer, c'est des réunions, ou même quand on est attaché, qu'on soit attaché, c'est-à-dire qu'on a une partie en libéral, en privé, mais qu'on vient à l'hôpital sur certaines vacations. On a ce côté un peu staff, réunion, on peut venir discuter de cas, même pour ces patients. Donc, il y a ce côté vraiment formation aussi sur des cas cliniques. Et ça permet d'être moins seul, parce que c'est vrai qu'en tant que praticienne, moi, je le vois aussi, quand on est au cabinet, même si moi, j'ai des collègues dentistes, au final, je suis seule à prendre toutes les décisions. Donc, globalement, j'ai pas de cas extrêmement compliqués, mais ça m'est déjà arrivé. Et donc, c'est vrai que là, j'ai plutôt tendance, moi, à les adresser à des confrères, mais de pouvoir avoir cette formation, ou en tout cas sur éventuellement des nouvelles techniques chirurgicales. Pour ce qui me concerne, là, je parle vraiment de ma spécialité. C'est sûr que ça peut être intéressant. Et ça permet aussi un échange avec des praticiens qui font la même spécialité. Au-delà du fait de simplement apprendre, il y a ce côté vraiment échange, et surtout, on peut discuter de certains cas. On n'est plus seul aussi par rapport à des décisions éventuellement thérapeutiques. Là, tu as fait une formation ici sur l'édentement. Est-ce que tu peux un peu décrire qu'est-ce que tu abordes comme sujet ? Parce que je pense que c'est un élément hyper important en stomatologie. Oui, tout à fait. L'édentement, c'est vrai que c'est un problème de santé publique majeur aujourd'hui. Donc, une des solutions, donc des patients édentés partiellement ou de façon totale. Donc, il y a beaucoup de systèmes de prothèses amovibles, mais également d'implants. Aujourd'hui, c'est ce qui a révolutionné aussi la réhabilitation. On appelle ça une réhabilitation dentaire. Le fait de recréer des dents, repositionner des dents, même si elles ne sont pas naturelles. Ça, c'est quelque chose qu'on concerne tous, que ce soit des dentistes, des stomatos, des chirurgiens maxillofaciaux. Il y a différentes étapes de reconstruction. Donc, en fonction, des chirurgiens stomatos peuvent intervenir, mais s'il y a des grosses reconstructions, parfois, on peut faire intervenir aussi en tant que chirurgien maxillofacial pour faire des greffes plus importantes. Okay. C'est un problème important, mais justement, il y a des technologies, justement, qui sont la solution aujourd'hui à ce fléau.
et beaucoup de développement, justement, d'innovation sur ce secteur-là. Donc j'en ai touché un mot dans la formation hier, avec des systèmes d'implants qui évoluent beaucoup. On est dans la précision, il y a beaucoup de recherche à ce niveau-là, et c'est extrêmement intéressant de voir que peut-être dans quelques années, ça sera plus des implants en titane, mais il y aura un petit implant un peu avec une texture complètement naturelle du corps, en tout cas une greffe qui va pousser, et la dent pourrait éventuellement se reformer tout seul sans qu'il y ait une prothèse. C'est chouette. Voilà. Toi, tu te formes de ton côté ? Alors, je me forme, mais plus en échangeant avec des collègues. Ouais. Moi, c'est plus ça. Après, on a beaucoup dans ma spécialité de formation privée chirurgicale pour aller, par exemple, en Allemagne. Là, j'ai des copains qui font ça, qui étaient en Allemagne la semaine dernière pour apprendre une technique au cabinet d'un gars super connu, un chirurgien, sur une technique de greffe. C'est vrai que ça, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement. Ouais. Qui t'intéresse, mais il y a aussi tout le côté à cœur l'entrepreneuriat. Enfin, voilà, c'est ça. Tu dois être très partagé. Est-ce que tu as des embûches autour de toi quand tu travailles de cette manière-là ? C'est-à-dire, est-ce que tu crois que cette position un peu de médecin business, ça pose des problèmes ou pas ? Moi, c'est plus le temps qui me manquera toujours, justement. Et comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, j'aime bien que tout soit parfait. C'est vrai que parfois, je suis frustrée sur certains sujets parce que j'ai pas le temps de peut-être me former en ce moment-là autant que je voudrais sur le plan chirurgical. Mais j'ai trouvé mon équilibre par rapport à ça. Je pense aussi avoir trouvé aussi la façon de communiquer sur ça. C'est-à-dire, il y a forcément en France, d'être médecin entrepreneur, ça fait très médecin business. J'avais essuyé quelques critiques au début en me disant tiens, il va falloir que tu choisisses, ou si t'es médecin, tu fais pas du business, t'es médecin, t'as le serment d'Hippocrate. En fait, c'est différent. C'est du business pas sur les patients, c'est du business sur des solutions qui peuvent améliorer justement le soin des patients. Cette dualité-là, elle n'existe pas aux États-Unis, et je pense que ça m'a fait moi un bien fou. C'est pour ça que j'ai trouvé cet équilibre aujourd'hui, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait des praticiens qui faisaient ça aux États-Unis et que c'était pas, au contraire, c'est extrêmement valorisé de faire plusieurs choses. Et ça, c'est pas dans la culture entre guillemets française de départ, mais moi je l'ai eu par mon côté familial, pas l'entrepreneuriat pour le coup, mais de fait de faire des multiples tâches vers des sports, la musique, vraiment de faire beaucoup de choses en même temps. Et donc je pense que j'avais besoin de trouver un peu des modèles peut-être pour m'épanouir aussi dans cette voie, et c'est vrai que j'ai trouvé ça aux États-Unis. Et comment tu trouves le temps de faire tout ça ? Parce que aussi il y a 2 petites filles qui sont là. On en parlait parce que vendredi dernier, on a fait un événement ensemble, et tu m'avais dit que tes filles avaient été malades dans la nuit, et qu'en même temps la journée il fallait que tu gères l'événement. Tu m'avais parlé de cet entraînement que tu avais eu par les gardes. Ah, mais ça, c'est certain que je pense qu'en tant que médecin, avec le système de garde, on est particulièrement, je pense qu'on est habitué au manque de sommeil. Et ça, moi, ça m'a toujours servi. Enfin, de base, c'est vrai que je suis pas quelqu'un je suis pas une grosse dormeuse aussi, faut le dire, faut être honnête. Mais c'est vrai que je pense que l'entraînement médical, des études médicales, c'est tellement exigeant. On a des gardes que le week-end, c'est ce qu'on disait, on en parlait avec Olivier hier, mais en fait, travailler le week-end du côté comme médecin ou entrepreneur, c'est pas, quand on aime, en fait, on travaille le week-end. C'est pas impossible de commencer à rédiger un article ou même d'aller voir des patients le week-end. Et en même temps, de travailler sur en tant qu'entrepreneur, on peut parfois avoir des idées, travailler sur sa boîte, même le dimanche. Voilà. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça se marie bien. En fait, on se comprend bien, finalement, entre médecin et entrepreneur. Du coup, d'être médecin-entrepreneur, à la limite, je vais dire, c'est presque trouver une justification à pourquoi maintenant je travaille le week-end. Moi, j'ai toujours travaillé le week-end. C'est pas un problème, alors c'est normal en fait. Regardez les entrepreneurs, ils font ça, c'est bon. Maintenant, c'est justifié. C'est une très belle phrase de fin. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup Alexis pour l'invitation. Si la formation que Solène a fait avec nous sur l'édentement total ou partiel vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Grade Santé. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires ainsi que l'ensemble de notre catalogue. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast avec un de vos confrères. Suivez-nous pour n'en rater aucun.